à Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour un nouveau débrief du 8e de Coupe de France. Monaco se déplaçait à Lens et Monaco s'est imposé 4-2. Après avoir largement mené au score, Monaco a quand même réussi à se faire un petit peu peur en seconde mi-temps. Et pour débriefer cette rencontre, je serai avec Boris. Salut Boris. Salut Rome et salut à tous les auditeurs. On a failli revivre dans la même journée une autre remontada. C'était pas loin. Ouais, c'est vrai que les deux sur Eurosport en plus, là, c'est vrai que c'était pas le même enjeu. Et même quand tu me parlais du match de tennis, je t'avais dit, bah attends, peut-être que ce soir ça sera aussi bien. Et franchement, on n'est pas passé loin à un moment donné de vivre à un autre niveau, à une autre échelle, la même expérience en tout cas. C'est clair, on y a bien pensé quand ils sont revenus à 3-2. De toute façon, on va avoir le temps, bien entendu, de débriefer cette rencontre. Et pour commencer, les 3 points. Qu'est-ce que tu retiens, du coup, du match du soir ? En premier, on va retenir quand même évidemment la qualif. Ça semble évident. Moi, je suis pas, on en parlait sur WhatsApp, je suis pas hyper hypé cette année par la Coupe de France. Ça dépend des années. Il y a des années, je veux qu'on la joue à fond, et c'est surtout quand je trouve qu'on a des bonnes équipes et que je me dis il y a une petite chance que ça passe. Cette année, je le sens pas trop. PSG encore là, l'OM encore là. Si le PSG passe pas, ça sera Nice. Je le sens pas trop, mais bon, j'attends quand même de l'équipe qu'elle soit dans une logique de performance, et ça aurait été un peu embêtant de renchaîner encore une contre-perf après la défaite à Montpellier. Donc plutôt bon, au moins pour le moral, même si la coupe m'intéresse pas trop. Deuxième point, c'est que ça a été un match plutôt agréable, plutôt spectaculaire dans l'ensemble. On a quand même mis 4 buts. J'espère que ça fera du bien au moral de l'équipe. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'enseignements techniques et tactiques à retenir de notre côté, parce que en fait il y a c'était presque un scénario assez abracadabrantesque, hein, les buts qu'on a mis, l'enchaînement avec notamment des joueurs comme Gelson, comme Jean Lucas, qui se sont réveillés, qui sont devenus magiciens ce soir. Je suis pas sûr qu'il y ait une grosse capacité à répéter, on va dire, dans le temps, et qu'il y ait des choses à construire là-dessus et qu'on peut s'appuyer là-dessus. Donc voilà, pas plus que ça, rassuré, on va dire, là-dessus. Et troisième point, évidemment tennis, c'était le grand événement. On est quand même assez omnisport, hein, aussi, nous, à Radio Diagonale, même si on parle essentiellement de football, mais on est des amateurs de sport aussi. Le grand événement aujourd'hui, il était là, et je vais pas sans parler plus que ça de Rafa en particulier. C'était un match absolument épique, absolument mémorable. Le tennis, on en parlait, hein, toi et moi, avant. Pas forcément le sport toujours le plus télégénique. Il y a beaucoup de temps mort. Le temps, il y a les seconds services, etc. C'est pas le sport qui plaît peut-être le plus aux jeunes, mais quand c'est joué à ce niveau d'intensité, même en 5-7, c'est exceptionnel. Et je pense que c'est vraiment cette ère, hein, des 3 grands. C'est sûrement quand on se retournera sur ce qu'on a connu comme sport dans 20 ans, en tout cas pour moi, ce sera ce qu'on aura connu de plus grand. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'autres exemples dans l'histoire du sport, d'avoir les 3 plus grands sportifs d'un même sport qui cohabitent en même temps, qui s'affrontent aussi souvent, qui se jouent aussi souvent, qui nous emmènent à de tels sommets. Donc voilà, c'était aujourd'hui il n'y en avait qu'un des 3, mais ça s'inscrit dans une série plus globale, et c'est franchement exceptionnel. Et voilà, on s'approche doucement de la fin, mais on espère qu'il y aura encore d'autres chapitres là-dessus. Ça, de la fin, ça fait longtemps qu'on nous le vend. On s'en approche forcément. On s'en approche forcément, mais bon, ça sera peut-être dans 4-5 ans, donc on a encore du temps. Moi, de mon côté, les 3 points, évidemment, le premier point, c'est pour la qualif. Moi, pour le coup, la Coupe de France, j'y garde de l'importance, toujours comme l'an dernier. C'est vrai qu'à l'instant T, on a du mal à nous voir la remporter.
avec le fond de jeu qu'on a, avec le nombre de buts qu'on encaisse, mais bon, on ne sait pas dans quel état on sera dans quelques semaines, donc l'important c'est de passer les tours, et puis advienne que pourra, on verra le tirage aussi, hein. Il reste des équipes largement à notre portée, même avec notre niveau de jeu actuel. Prendre un petit Bergerac, on va pas se mentir, on cracherait pas dessus. Ils ont eu le mérite d'éliminer Saint-Etienne, mais bon, je vais pas regarder le détail, mais je peux penser que c'était deux équipes de National 2 en même temps. Donc... Ouais, et puis je pense que Saint-Etienne avait mis une équipe un peu à la con. Enfin, la coupe, c'est pas du tout leur priorité, et on peut bien le comprendre. Mon deuxième point, c'est sur Ben Yedder, qui est en feu total quand même depuis 2 mois. C'est plus d'1 but par match de moyenne, ça doit même être proche limite de 2 buts par match. Il est maintenant du coup à 61 buts, il se rapproche de plus en plus de ce fameux top 10 qui est à 66. Autant il y a 1 mois et demi, quand j'avais fait le pari qui finirait la saison dans le top 10, il y avait quand même encore un petit peu de marge, parce qu'à l'époque, il devait être à un peu plus de 50. Et bon, là, il enchaîne doublé sur doublé, donc à ce rythme-là, il y sera peut-être très rapidement, tout simplement. Et le dernier point, bien sûr, c'est le tennis. C'est Rafa, moi, c'est mon sportif préféré, tout sport confondu. Ce mec est un guerrier, ce mec est hors norme. Encore une fois, il revient de nulle part. Il y a 6 mois, on se demandait s'il allait pas prendre sa retraite, et puis il revient, il n'a aucun repère, il gagne ce petit tournoi de Melbourne quand même, d'avant l'Open d'Australie, qui lui fait forcément un petit peu de bien pour la confiance, mais très compliqué de le voir réellement aller loin à l'Open d'Australie, a fortiori gagner, en plus dans un scénario complètement impossible. À la limite, on pouvait se dire ce matin, Nadal peut gagner peut-être en 4-7, mais pas sur la longueur des 5 contre un mec qui a 10 ans de moins que lui, qui est certainement le meilleur joueur sur dur depuis 2 ans, qui a énormément de repères, et en plus en étant mené de 2-7-0, et si il l'a fait à 2-7-0, 3-2, 0-40, il était quasiment éliminé, et puis voilà, une nouvelle fois, il est revenu de nulle part, et voilà, c'est le premier à 21. Je crains malheureusement pour Federer que il n'y aura pas forcément d'autres occasions, lui, d'aller le chercher, ce 21e, même si on sait qu'il va revenir pour Wim cet été, mais dans quel état, on ne sait pas trop. Quant à Novak, Novak, il a peut-être pris rendez-vous sur Doctolib, là, parce que je pense qu'il doit l'avoir bien en travers, de ne pas pouvoir... Vite ma dose. de pas avoir pu être là. Après, voilà, c'était son choix. Vite ma dose, avec Djokovic, il faut faire gaffe, parce que... Oui. On ne sait pas laquelle. On ne sait pas trop laquelle, mais bon, on ne rentrera pas dans ce débat. Donc ouais, extraordinaire, encore une fois, Nadal. Moi, ça fait 17 ans qu'il me fait vibrer, et ce matin, c'était dingue. 5h24, extraordinaire. Et en plus, j'aime beaucoup Medvedev, mais voilà, t'en gagneras des grands chelems, mais pour l'instant, tu laisses encore un petit peu de place aux anciens. Voilà, bon, pour reparler du coup de la rencontre du foot, on a quand même eu un beau match malgré tout, en tout cas un match où il s'est passé des choses, Boris. Et avant de parler de la rencontre, on va parler de la compo. Et on savait qu'on avait des petits soucis au but. Je pense que c'est le premier point qu'on peut aborder. Et donc c'est Madone qui a été titularisé un peu... alors, pas à la grande surprise, puisqu'on le savait avant le match, mais certainement, lui, il devait se dire que cette saison, il n'allait pas jouer une seule rencontre, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est le... Comment dire ? C'est un gardien numéro 3 qui a peu de chance. Ce que je veux dire, c'est que pour un gardien numéro 3, il y a quand même, je pense, un assez haut niveau de gardien numéro 3. Hein. C'était quasiment un numéro 2 bis. Il l'a été l'an dernier. Il était même, je me rappelle, sur certaines rencontres devant Mayeki, mais ça semblait peu évident qu'il puisse jouer, encore qu'avec le Covid, finalement, notamment cette saison, qu'Impact, à un moment donné, tu sais pas tellement ce qui peut se passer, et c'est pas la première surprise qui peut tomber. Et sûrement que lui s'y attendait pas à jouer dans la saison. Mayeki, qui a déjà pas énormément de matchs à se mettre sous la dent, et qui espère sûrement jouer un peu plus la saison prochaine, malheureusement, voilà, il a raté une occasion ici. Voilà, pour nous, je vais pas dire que les 3 se valent, mais je pense quand même qu'on est peut-être le club en France, voire en Europe, où il y a peut-être le plus faible écart entre le gardien 1, 2 et 3, finalement. Donc, bon, moi, c'est pas non plus que ça m'a complètement retourné, de pas avoir ni Nubel ni Mayeki. C'est plus à la limite dans une logique de me dire, on a un plus jeune gardien, ça serait bien qu'il joue quand même une fois de temps en temps, qu'il ait l'occasion un peu d'accumuler des minutes. Au-delà de ça, j'étais pas non plus complètement en panique d'avoir l'Italien, quoi. Le reste de la compo, Sidibé,
qui de toute façon, je pense, aurait été court physiquement, était en plus Covid. Donc on avait Aguilar. Défense centrale, c'était donc Matsima qui avait été choisi pour accompagner Disasi, Maripane en Amérique du Sud, Badiachil toujours un petit peu court. Caio, Tchouaméni à un poste pas inhabituel, mais là il était très clairement seul sentinelle devant la défense, puisque justement on avait un choix un peu particulier de Kovac. Alors outre le trio d'attaque entre guillemets Diop, Gelson, Ben De Clément, je te reprends merde. tout de suite. J'ai dit Kovac. C'est l'habitude. C'est l'habitude. Ouais. Je m'y suis pas encore. C'est l'habitude des choix particuliers de Kovac. Et ouais, mais donc on avait ce choix particulier où on avait quasiment sur la même ligne Folland, on pouvait s'y attendre, mais surtout Jean Lucas, donc préféré à et Matarazzo et Fofana. Alors on va voir qu'au final il a été plutôt, à défaut d'être très bon, il a en tout cas été très décisif, mais en tout cas avant le match on n'était pas forcément très heureux de ce choix. Non, c'est vrai que tu le dis souvent, hein, c'est un peu devenu la tête de Turc. Oui. À juste titre quand même, je pense, par rapport aux deux joueurs que tu as cités, et qui sont pas forcément des foudres de guerre, mais qui sont quand même plus intéressants, moins catastrophiques que Jean Lucas depuis un moment. Donc il y a une espèce d'enchaînement quand même de Jean Lucas qui est très souvent dans le coup, qui est très souvent titulaire, et qui l'est là vraiment depuis que Clément est arrivé, et qui est assez surprenant par rapport aux deux autres joueurs. Est-ce que c'était une question de profil ce soir? Jouer un peu plus haut, c'est vrai que Fofana ça aurait pas vraiment convenu. Matarazzo à la limite l'a déjà fait l'an dernier, mais ouais, là pour le coup je pense que ça faisait, j'ai presque envie de dire, ça faisait longtemps que Jean Lucas n'avait pas fait une bonne perf, donc quand même grosse surprise. Ouais, c'est clair, très grosse surprise. Après ouais, on pouvait peut-être aussi, pourquoi pas, tenter l'option avec Tchouaméni plus haut et du coup Fofana en sentinelle. Maintenant c'est vrai que Tchouaméni il est tellement essentiel que c'est peut-être ça serait certainement une mauvaise idée de le déplacer. Ouais, je pense que la sentinelle là il fallait vraiment du costaud, il fallait je pense du fiable. qu'on est assez d'accord sur ça. La rencontre maintenant à proprement parler, Boris, alors début de match un petit peu compliqué, les Lensois qui tout de suite vont se mettre à frapper de loin, et on va le voir que ça va être un petit peu le fil rouge de la rencontre. Et c'est vrai qu'il va y avoir cette première frappe de Fofana très bien claquée par Manon en corner, mais très clairement c'est quoi, ces 10-15 premières minutes, elles sont plutôt lensoises, et Monaco a du mal à prendre le jeu à son compte. Justement, Tchouaméni semble limite un peu perdu et très reculé même, limite entre ses défenseurs centraux, et Monaco subit. Ouais, Monaco qui subit, Lens, je pense, plan de jeu de vraiment mettre une grosse pression dès le départ, et Monaco qui n'arrive pas à dépasser quasiment le milieu de terrain, qui est vraiment dépassé dans les duels, qui perd le ballon récupération assez haute des Lensois, et puis tu l'as dit, ça va vite artiller côté Lensois. Alors je les regarde pas assez souvent pour savoir si c'est un trait caractéristique de leur jeu aussi. Vraiment, ils se sont montés le bourrichon en se disant putain, ils ont mis Pipo dans les buts là. Il va pas en sortir une. Il faut, dès qu'on a le ballon, il faut envoyer une chiche, et ça va faire but à chaque fois. Si c'était ça le plan de jeu, ils se sont un peu gourés. Mais voilà, je sais pas, mais ils ont fait ça quasiment tout le match. Et c'est vrai que la première, c'est quasiment la plus belle, hein, celle de Fofana. Elle est, je sais pas, elle est d'au moins 35 mètres, je pense. Elle file vraiment dans la lucarne. Manon la claque bien. Il y a une occasion de Kakuta dans la surface, pour le coup, quasiment la seule occasion qu'ils ont dans la surface vraiment du match, mais qui est bien sur Manonet. Voilà, 10-15 minutes, tu l'as dit, vraiment de flottement pour Monaco, qui va pas rompre. Et ensuite, la pression va vite se relâcher quand même, et le match s'équilibrer à nouveau. Ouais, et puis même le match on va vivre tout simplement 10 minutes quasi parfaites pour Monaco. Il va y avoir une première situation juste à la 16e minute, ouais, c'est ça, à la 16e, où Ben Yedder va être contré au dernier moment, c'est ça, par Danso, sur un centre hors retrait de Gelson. Mais à partir de là, Monaco va vivre vraiment 10 minutes de feu. Il va y avoir donc ces 3 buts, Boris. Alors, la tête de Ben Yedder, c'est le premier, c'est la 18e. Superbe centre de Caio Henrique, et une fois n'est pas coutume, un centre qui fait mouche, parce que c'est vrai que on avait tendance à beaucoup centrer dernièrement, mais on n'a pas des attaquants de très grand gabarit. Là, ce coup-ci, Ben Yedder, il s'est envolé à la perfection, une tête qui ferait presque rappeler celle d'un attaquant espagnol du début des années 2000, milieu des années 2000, à Monaco. Ouais, c'est vrai qu'il y a alors sûrement pas peut-être pas la même hauteur, et oui.
je pense que dans son bonheur, entre guillemets, il tombe au duel face à Medina, qui est probablement pas le plus grand joueur de tête parmi les défenseurs centraux du championnat. Par contre, vrai timing parfait de Ben Yedder. Et puis, il a dit le centre. On n'a pas forcément l'attaquant, par contre, on a un très très bon centreur, et ça n'a pas toujours été le cas à l'AS Monaco. Et c'est vrai que c'est un centre, c'est pas le centre en bout de course en plus, un peu à l'arrache en espérant que ça passe. Hein. C'est vraiment le centre avec un peu d'espace, bien appliqué, bien claqué, presque entre les deux défenseurs centraux. Donc voilà, vraiment la qualité, la précision des deux joueurs. Qui n'est pas forcément le trait qu'on retrouvait le plus depuis un moment à l'AS Monaco, mais là voilà, les joueurs mis dans les bonnes dispositions et les joueurs précis techniquement, quoi, et ça fait mouche tout de suite. Ça fait mouche tout de suite, et Monaco va donc doubler la mise peu de temps après sur une action un peu irréelle, Boris, puisque les deux hommes clés sont bien Gelson Martins et Jean Lucas. Ouais, j'en rajouterai un troisième qui est Ben Yedder. Alors pour le coup, c'est moins surprenant, mais qui fait vraiment cette ouverture en cloche sublime pour Gelson, qui temporise plus ou moins habilement, mais qui temporise bien. Voilà, je sais pas à quel point c'est du choix ou du manque de maîtrise, mais je pense qu'en tout cas il a bien jaugé la situation une fois qu'il a réussi à garder ce ballon et à temporiser face aux défenseurs lensois, et c'est l'incursion de Jean Lucas, voilà, ce poste de milieu un peu entre le relayeur et le 10, comme tu disais tout à l'heure, et qui va venir conclure pas forcément le geste d'attaquant le plus précis dans la prise de balle, mais voilà, qui est tellement mis dans une bonne position, on va dire, qu'il n'y a plus qu'à conclure et mettre son premier but sous les couleurs de l'AS Monaco. Bon, puis rapidement, je vais le faire. Hein. Le troisième but, il intervient 2 minutes après. C'est Ben Yedder, une nouvelle fois, qui est à l'origine. Là, ce coup-ci, c'est pour Lucas. Et Lucas qui trouve bien esselé au second poteau Diop, qui la place, alors, soit parfaitement, soit avec beaucoup de risques, sous la barre transversale. En tout cas, elle est dedans, et c'est bien le plus important. Et là, Monaco, à ce moment-là, mène 3-0. Très clairement, on a du mal à voir, à penser quand même qu'on puisse se mettre en danger. Et puis, même si cette fin de mi-temps, elle est plutôt équilibrée, j'ai pas trop souvenir qu'il se passe grand chose. Et puis, malheureusement, juste avant la pause, Boris, les Lensois vont être remis dans le match sur un but. Alors, peut-être, je vais pas dire certainement, mais peut-être entaché d'un hors-jeu, mais pas de vidéo en Coupe de France, en tout cas, pas pour les 8e. Donc, un but en plus certainement dur à encaisser pour Manon, parce que sur cette action, il fait 2 super barrés. Malheureusement, le ballon revient une 3e fois dans les pieds lensois, et là, il peut pas être partout, quoi. Ouais, frappe encore une fois assez lointaine de Kakuta, avec des rebonds. Manon qui la repousse sur le côté. Alors malheureusement, c'est le côté d'où vient effectivement Wesley Saïd, qui devance, qui est hors jeu, qui devance un peu pour cette raison probablement, hein, Caio Henrique, et en 2 temps avec une nouvelle intervention de Manonnet qui la met au fond. Voilà, but difficile à encaisser. Bon, l'écart de 2 buts, je pense à la mi-temps, n'est pas non plus scandaleux, mais c'est vrai que Lens, depuis le temps fort monégasque, pas énormément d'occasions, beaucoup de mal à se créer des situations sur attaque placée, donc c'est un peu dommage, parce que c'est vrai que revenir à 2 points, à deux buts à la mi-temps, on va pas dire qu'on a peur à ce moment-là, mais on les relance un petit peu, leur public se chauffe, forcément c'est pas idéal. C'est pas idéal, et puis bon, voilà, la deuxième mi-temps va reprendre, et là par contre on va tout de suite souffrir, hein. Les Lensois, très clairement, ils ont été remis dans le match par cette réduction du score, et ils vont tout de suite nous mettre en danger, ils vont tout de suite nous presser, ça va quasiment durer de toute façon toute la deuxième mi-temps. Alors on l'a dit, il y a énormément de frappes de loin, beaucoup pour faire briller plus qu'autre chose notre gardien, mais une frappe de loin va trouver la cible. Boris, à la 53e, c'est Kalimundo, bien lancé, certes, après une perte de balle assez bête, on va dire, de Gelson, et surtout une nouvelle défense un peu attentiste, qui rappelle un peu un but qu'on avait pris la semaine dernière face à Montpellier, où en fait tu recules, mais tu laisses le mec tirer, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Kalimundo qui est trouvé un peu côté gauche à l'entrée de la surface, qui se défait assez facilement de Caio, mais Caio, voilà, qui est pas vraiment au duel, qui est plus à essayer de se mettre entre le défenseur
et le but, enfin entre l'attaquant et le but. Matsima qui fait pas opposition non plus, et voilà le petit trou qui s'ouvre pour Kalimundo qui met une frappe. Et je sais pas si elle est vraiment si dure que ça, enfin si elle est imparable pour Mannone, mais Mannone assez loin qui va même pas esquisser le moindre geste, et effectivement but pour le coup assez bête, une défense franchement laxiste quoi. On a vraiment laissé le tireur avoir une belle opportunité ici, et match pour le coup complètement relancé, hein. Monaco la tête sous l'eau depuis la reprise, et qui craque cette fois assez vite, hein. C'est la 53e minute, donc à ce moment-là moi je commençais vraiment à m'inquiéter même pour la qualification. Bien sûr. Et là, il va y avoir un changement tactique, ou en tout cas un changement de profil assez clair, puisque un changement jardimesque, que pourront dire certains. C'est Fofana qui va rentrer donc à la place d'un Kevin Folland, dont on parlera certainement dans les flops, hein, parce que bon, voilà, c'était pas extraordinaire ce soir. Mais donc voilà, quand même, il fait sortir ce qu'on peut considérer comme notre second attaquant pour faire rentrer un milieu de terrain pur. Très clairement, à ce moment-là, on est là, on commence à se faire peur, donc c'est pour bétonner un peu. Il va y avoir un autre changement très peu de temps après, donc je t'en parlais là, plus du profil et du poste pour poste, entre Golovin qui faisait donc son retour pour Diop. Mais c'est vrai que, on le disait Boris, sa deuxième mi-temps globalement elle va être lensoise, et Monaco va souffrir pendant une bonne demi-heure. C'est les Lensois qui vont nous mettre en grande difficulté, et on va avoir le mérite de tenir en partie, il faut le reconnaître, et on le dira d'ailleurs pareil dans les perfs, hein, grâce à un Mannone plutôt intéressant ce soir. Ouais, il y a pas forcément. Je pense que la plus grosse parade, c'est sûrement celle qui fait en première mi-temps. Il y en a une sur une frappe de Kakuta aussi. Deuxième mi-temps, bon, c'est un arrêt à faire, hein, c'est un arrêt normal, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, il a le mérite d'être là, d'être bien présent. Je pense de rassurer aussi sa défense. Donc ouais, clairement, Mannone qui s'est mis au niveau ce soir, hein, de ce qui était attendu. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que les Lensois se disaient qu'il y avait peut-être une faiblesse ici. Ils l'ont vraiment cherché. Donc ouais, je pense grand artisan Mannone. Et puis je dirais aussi que c'est vrai qu'on souffre beaucoup, on concède énormément de tirs, mais encore une fois, c'est beaucoup des tirs de loin. On concède pas tant que ça d'occasions franches. On va en concéder une, mais vraiment en fin de partie, énorme à Kalimundo. Mais sinon, le reste du temps, c'est soit sur des rebonds de frappes lointaines ou des centres-tirs. Mais voilà, il n'y a pas Lens se crée pas non plus tellement d'occasions franches. Je sais que t'es pas un grand amateur de XG, mais il faudrait voir ce que ça donne ce soir. Je suis pas sûr qu'il soit énorme du coup, parce que sur les frappes, il y en a beaucoup qui sont vraiment lointaines. Et c'est vrai que Monaco souffre énormément. Il y a cette occasion de Diop, pour le coup complètement raté, malheureusement, qui aurait pu nous mettre à l'abri. Et celle de Ben Yedder aussi. Il y a cette occasion énorme de Diop, sur une sublime déviation talonnade de Jean-Lucas, pelouse assez catastrophique, donc le ballon rebondit beaucoup, mais c'est vrai qu'il peut faire mieux. Et puis c'est vrai qu'il y avait également pour Ben Yedder, alors qu'il était pareil, hein, très certainement hors jeu, mais bon, pas de VAR, donc pas vu pas pris, mais malheureusement il rate son duel. C'était sur une belle ouverture de Golovin, hein, ça sera à peu près tout d'ailleurs à noter de l'entrée du soir de Golovin. Mais ouais, sinon tu le disais, voilà, la vraie dernière situation lensoise, elle est à la 84e, donc c'est donc Kalimundo qui croise un petit peu trop sa frappe pied gauche dans un angle un peu fermé, mais il a quand même largement la possibilité de faire beaucoup mieux. Et puis il est là l'énorme tournant. Moi j'ai revu Stéphie Mavididi quoi à ce moment-là. J'ai revu. Il est sûrement un peu moins bien placé effectivement que le Montpellierin, hein, tu le dis, mais sur le moment quand tu vois l'action en direct, tu te dis bon c'est bon, préparer les tirs au but, on arrive quoi. Et puis non, puisque Monaco va donc définitivement se mettre à l'abri à la 88e, et une nouvelle fois, Boris, c'est le duo magique, hein, c'est le duo qui nous porte à bout de bras depuis 2 mois. Tchouaméni à la récupération, Tchouaméni à la passe, et Ben Yedder à la conclusion. C'est le duo international français tout simplement. Et c'est vrai que c'est à noter en plus, je trouve, ce que j'aime bien là-dessus, c'est que on n'est pas justement vraiment attendre Croquis dans la surface. On fait pas mal ça sur la seconde mi-temps, mais qu'est-ce qui va déclencher là? C'est une vraie sortie de Tchouaméni, quoi. C'est un vrai pressing haut, et c'est une récupération dans les pieds. Il n'est pas collé à sa défense, et c'est une récupération qui va faire complètement la différence. Il arrive vraiment en bout de course. Je pense qu'il doit être bien cramé, il doit être bien fatigué aussi à la fin de
de ce match. Et puis Ben Yedder, belle finition pour le coup, pied gauche. Je sais pas si elle est pas plus dure que celle qui rate avant, mais tu l'as dit, il est en grande confiance, il est en feu. Et il nous porte vraiment en ce moment, mais comme assez souvent finalement depuis qu'il est là, il a des périodes un tout petit peu moins bien. Là en ce moment c'est une période faste et il faut absolument qu'on continue à surfer là-dessus. Voilà, Monaco donc s'impose 4-2. Monaco se qualifie en quart de finale. Il y en a eu 7 qui se sont déroulés. Donc on rappelle, qualification de Bergerac, de Versailles, d'Amiens, de Bastia et de Marseille. Et vendredi soir c'était Nantes. Donc c'est vrai que quand tu regardes quand même les noms, à l'exception de Marseille, il n'y a quand même rien d'extraordinaire. Mais il reste évidemment un 8e demain. Entre les deux gros qui restent, tout simplement, les deux leaders. Les deux premiers du championnat. Donc on attend ça avec impatience, et c'est vrai que a priori le favori de la compétition est dans cette rencontre-là, mais ça veut donc également dire que demain il y en aura un en moins. Donc toujours bon à prendre. Top et flop maintenant, on va commencer par les flops. Alors on n'a pas trop hésité, Boris, on a mis Kevin Folland de manière assez rapide. Même si c'est vrai qu'il était quand même à un poste assez particulier quand même ce soir. Ouais, c'est sûr qu'à son crédit entre guillemets, on est obligé de mettre que on l'a pas fait jouer vraiment son poste. Nous on découvre rien. Alors est-ce que Philippe Clément découvre ça comme Kovac a eu peut-être un peu besoin de le découvrir au début. Je pense que c'est un joueur qui se traîne la fausse réputation d'être un peu polyvalent, de pouvoir jouer un peu partout sur le front de l'attaque, ce qui est plutôt faux. On l'a vu, il est vraiment à l'aise quand il est assez proche du but, et franchement proche du but, et qui peut notamment combiner avec Ben Yedder. Il était sûrement moins à l'aise ce soir, on l'a quasiment pas vu, en tout cas balle au pied. Donc voilà, c'est assez décevant, assez frustrant pour lui, qui découvre en plus un peu un nouveau statut. Il est sorti la 53e minute, donc pour le coup, pas le même traitement qu'avec Niko Kovac. Donc voilà, à voir comment ça va évoluer. Clément a pas l'air du tout fan d'associer deux attaquants devant. Nous, on sait que c'est ce qui marche quand même franchement pas mal avec ces deux joueurs-là. Ben Yedder a quand même montré ce soir qu'il n'a pas forcément besoin de ça pour briller. Donc voilà, à suivre l'évolution de Kevin Folland. Et puis on a rajouté Gelson, on a hésité à mettre un des défenseurs, mais c'est vrai qu'on a eu du mal vraiment à en ressortir un. Ils ont tous fait des choses correctes à un moment du match. On n'était pas loin de mettre Aguilar, puisqu'il n'y avait pas trop de positifs, contrairement à un Caillot quand même, avec cette superbe passe décisive. Donc on est parti sur Gelson, passeur décisif certes, mais que de perte de balles, que de brouillon. Qu'est-ce que c'est brouillon, tout ce qu'il fait, il se mélange les crayons tout seul, il est Gelson Martins, voilà, encore une fois, on est habitué, mais c'est encore. On dirait un artiste de rue, quoi. C'est ça, mais on sait pas trop l'œuvre finale, quoi. On a hâte de la voir, mais ça a l'air bizarre en tout cas. On sait pas trop s'il va sortir un yo-yo ou s'il va cracher le feu, c'est toujours un peu surprenant. C'est ça. Donc voilà, Gelson, c'est pas, je pense, moins un flop que Folland, mais surtout parce que Folland a été complètement fantomatique. Mais c'était quand même, on avait envie à minima d'en mettre un deuxième, et du coup ça s'est porté sur lui. Les tops maintenant, les tops, j'ai envie de dire, il y a le duo magique, mais là on a rajouté Boris, le gardien de but, Manon, donc qui réalise plutôt une bonne prestation, même si moi je trouve encore une fois qu'en fait sa prestation elle ressemble un peu quand même à ce que nous fait Nubel depuis quelques matchs, c'est-à-dire qu'il y a des beaux arrêts, et le problème c'est que tu subis tellement de grosses situations que tu t'en prends quand même deux, quoi. Ouais, je pense que t'as pas tort, ça peut ressembler à ce qu'on a vu à Montpellier. Je pense quand même que, je sais pas si Nubel a déjà eu autant d'arrêts à faire dans un match, alors à la limite ils y sont pour rien, les gardiens. Donc là il y a quand même, il s'est quand même employé, il a eu beaucoup d'arrêts. Je trouve qu'on peut vraiment pas lui imputer directement les deux buts. On peut sûrement se dire que peut-être qu'un gardien fait mieux, peut-être sur le deuxième un grand gardien peut aller la chercher, la première peut-être qu'il peut ne pas la repousser, mais voilà, franchement pour un troisième ou même un deuxième gardien, il a fait quand même un match franchement propre. Et voilà, pas de grosses erreurs, pas mal de ballons qui n'étaient pas si évidents à gérer, même si c'était des frappes lointaines. Donc non, quand même, il mérite sa mention ici. Ouais, tout à fait. Bon, après, moi, Tchouaméni, Ben Yedder, alors, je sais pas si tu auras envie de dire un truc, parce que c'est vrai que toi, tu as fait un petit peu moins de débrief dernièrement.
Mais bon, voilà, c'est l'habitude, hein. Je crois que ça doit faire 4 matchs de suite qu'on les met tous les deux. Ben Yedder, toujours aussi décisif face au but, même si c'est vrai, il en rate une belle quand il est lancé par Golovin. Mais bon, il marque encore 2 buts, ça lui en fait 61. Et puis Tchouaméni, parce que c'est le taulier, c'est le patron au milieu de terrain. Là, ça a parlé dans la semaine qu'on en demanderait à minima 80 millions. Bon, j'espère qu'on en tirera au moins 80 millions, même si la finalité, ça sera qu'il sera plus chez nous et qu'on le remplacera certainement par 4 cracks. Je vois que le Twitter monégasque est très... ça parle gros sous en ce moment, ça parle comptabilité. C'est ça, donc je sais pas si tu as envie de rajouter un truc sur eux. Non, je suis assez d'accord. Moi, Tchouaméni, j'avais presque été un poil déçu de son match avec le ballon, mais c'est vrai qu'il était dans un rôle assez défensif ce soir et que dans ce rôle-là, il a été, on l'a dit, il a été un peu perdu au début, mais il récupère quand même un nombre assez impressionnant dans le ballon et puis il fait vraiment cette action ultra décisive à la fin qui nous permet de mettre le couvercle sur le match. Et puis Ben Yedder, on en a déjà parlé, tu l'as dit, il en fait en ce moment et c'est même pas toujours que ses buts, il a l'air vraiment à l'aise avec le ballon, dans la conservation, dans du petit jeu, sur des petites déviations. Il est aussi impliqué sur le deuxième et le troisième but, il est impliqué sur les 4 buts en fait. Ce soir, il est un peu au four et au moulin en ce moment, alors que c'est un joueur voilà, qui, dans des temps un peu plus compliqués, est peut-être un peu plus ramassé sur la surface. Donc voilà, tu l'as dit, c'est les joueurs qui nous portent en ce moment. Il faut espérer qu'ils restent en bonne santé. Hein. Le reste des performances individuelles, Boris, on va peut-être commencer par nos 2 latéraux, Aguilar et Caillot. Je sais pas, tu as envie de parler duquel? Aguilar, que j'ai trouvé assez terne, mais finalement, comme souvent, hein, très peu en vue offensivement. Très peu en vue défensivement aussi, si ce n'est perte de balle. Je crois que c'est lui qui perd le ballon justement sur le casse de Kalimundo. Perte de balle franchement stupide, il court presque tout seul dans un mur. À part ça, il a été assez peu en difficulté, probablement un peu moins que Caillot défensivement, mais voilà, un match assez terne, tu l'as dit, on avait presque hésité à le mettre en flop, donc voilà, quand même très moyen, mais comme en ce moment on n'a pas le Jeep, ça tourne pas. C'est ça. Et puis pour ce qui est de Caillot, tu l'as dit, voilà, il y a cette belle passe décisive, mais c'est vrai qu'un peu plus en difficulté défensivement. La défense centrale, Disasi, Matsima. Alors désolé, j'ai oublié de mettre. J'ai fait la mise à jour pourtant tout à l'heure des joueurs. J'ai bien rajouté Vanderson, mais j'ai oublié de rajouter Matsima. Donc vous avez que Disasi en visuel. Que dire de leur prestation? C'est une nouvelle fois pas très serein et ça encaisse quand même des buts et ils sont forcément à montrer du doigt d'une manière ou d'une autre. Ouais, je serais pas trop dur avec eux. Déjà, c'est vrai que c'est quand même notre charnière remplaçante. Hein, si on prend les 2 titulaires n'étaient pas là et pour moi c'était presque ça, hein, le poste le moins rassurant ce soir sur le papier, même par rapport au gardien. J'ai trouvé que par rapport justement à tout ce qu'on a subi dans le match en termes de possession de la part de l'adversaire, le fait que ces tirs soient plutôt lointains, on peut le voir un peu comme plutôt un signe d'une prestation plutôt correcte de centraux qui ont plutôt bien protégé la surface. Sur le premier but, je pense pas qu'ils y puissent grand-chose. Sur le deuxième, Matsima est quand même plutôt à la faute. L'occasion de Kalimundo, clairement, ils auraient pu un peu mieux faire, mais voilà, tu l'as dit, ils n'ont pas dégagé une grande sérénité, mais je ne les ai pas trouvés trop en défaut non plus. Ils ont fait quand même, c'est peut-être que j'avais pas des grosses attentes, mais ils ont fait un match plutôt pas mal par rapport à mes attentes. Ok, et milieu de terrain, le dernier dont on n'a pas parlé, c'est Jean-Lucas, Boris. Bah écoute, décisif ce soir, hein, Jean-Lucas, puisque buteur, passeur. Bon, mais est-ce que réellement ça change ce qu'on pense de lui dans l'absolu? Ça le changerait s'il était vraiment capable de faire ses matchs tout le temps, parce que ce serait un joueur un peu atypique, c'est-à-dire pas forcément très utile dans la récupération et la construction, pas toujours très précis, mais qui aurait une vraie efficacité dans la zone clé. Il y a la passe aussi pour Diop, on en a parlé, donc il est quand même impliqué sur de très très grosses occasions. Mais c'est vrai que le match à côté de ça est pas particulièrement intéressant dans l'organisation, dans le collectif un petit peu. Donc je le disais un peu en intro, j'ai un doute sur la capacité à répéter. Maintenant, on va voir. Hein, Philippe Clément a l'air de compter sur lui, donc j'imagine qu'on va le revoir bientôt. Le dernier titulaire, enfin, c'était Diop, Boris, buteur. Le
3-0, c'est lui. Sinon, il y a un petit peu de tout avec Diop, et c'est vrai que ça résume aussi un petit peu ses prestations depuis le début de saison. Là, on est plutôt, je trouve, quand même dans la moitié basse de ses prestations. C'est pas catastrophique, mais on peut s'attendre à mieux tout de même, encore une fois, de Diop qui n'arrive pas là à vraiment confirmer, en tout cas en régularité. Ouais, c'est vrai que moi j'étais un peu dur. Alors c'était plus entre nous ces derniers temps, comme tu l'as dit, comme j'ai raté pas mal d'émissions. Il est évidemment pour moi un titulaire indiscutable de cette équipe, encore que ça pourrait se discuter avec le retour de Golovin, même s'il y a une légère préférence pour Diop. Mais je suis un peu déçu. Je trouve qu'il a pas vraiment passé ce cap qui fait que voilà, on sait qu'on peut compter sur lui à chaque match, ou on va dire 3 matchs sur 4, qui nous débloque très souvent des situations. Je trouve que c'est encore un peu trop intermittent. Je sais pas si c'est le genre de joueur qui va partir pour une grosse somme déjà cet été ou pas. Je trouve qu'il est pas encore prêt pour ce très haut niveau, qu'il est pas encore fini, encore un peu intermittent. Et ce soir, il a été intermittent pendant le cours du match. Donc voilà, pas mécontent que Golovin revienne, au moins pour amener un peu de concurrence et d'autres solutions à ce poste-là, parce que c'est vrai que sinon, on est vraiment assez dépendant de lui pour de la créativité. Donc voilà, tant mieux qu'on ait un peu plus de choix à ce niveau-là. Le banc maintenant, Boris, le premier qui est rentré en jeu, c'est Fofana. Quoi retenir de sa présence sur le terrain quand même pendant une quarantaine de minutes, du coup. Ouais, n'a pas trop endigué au départ. Enfin, j'ai pas trouvé le changement très utile parce que ça n'a pas tellement changé la dynamique du match sur le moment. Fofana en tant que tel, je ne l'ai pas trouvé pas particulièrement en difficulté. Il a amené un peu quand même de présence physique et de récupération au milieu du terrain. Donc voilà, une entrée, j'ai trouvé assez correcte par rapport à une période qui est peut-être assez compliquée pour lui, qui apparaît plus trop dans les plans des titulaires depuis un petit moment. Donc voilà, je trouvais que c'était pas si mal. Enfin, après, on a eu quoi en premier changement derrière? C'est Golovin. C'est Golovin, voilà. Golovin donc, qui remplace Diop. On l'a dit pendant le résumé du match, il y a cette très belle passe décisive pour un Ben Yedder certainement, enfin presque décisive du coup, pour un Ben Yedder certainement hors jeu. À part ça, c'était un match de reprise. On l'a pas. Une bonne petite semelle sur je sais plus si c'était Grady ou sur Lensois, juste avant la passe, qui franchement au review à la VAR aurait pu coûter un rouge. Donc il s'en sort pas mal là-dessus aussi. Mais pas grand-chose d'autre à dire au final. C'est assez. Non, il n'est pas rentré dans le meilleur moment du match non plus pour un joueur de son profil, j'imagine. C'était assez neutre tout ça. Et enfin, les deux derniers entrants, Jacob Vanderson. Vanderson qui rentre à chaque fois depuis qu'il est arrivé au club. C'est devenu une vraie solution sur le banc. Et Jacobs, pareil, qui va rentrer un peu sur le côté. Là, c'est Caillot qui va rester derrière et lui va jouer devant lui. Est-ce que réellement on peut noter des choses des deux côtés? Vanderson, il va obtenir un corner et... J'allais le dire, c'est que je trouve quand même que Vanderson arrive toujours à se signaler. Je trouve que sur chacune de ses entrées, on l'a vu apporter un petit quelque chose. Alors c'est rien de forcément exceptionnel, mais voilà, d'aller gratter un corner comme ça, de percuter un peu, d'aller gagner 1 ou 2 minutes pour l'équipe à un moment un peu compliqué. Voilà, je trouve qu'il apporte toujours un petit quelque chose. Donc c'est bien, on parle souvent du temps d'adaptation des recrues. Même pas forcément pour atteindre leur plein potentiel, mais déjà pour contribuer à l'équipe. Et on a eu des exemples avec des joueurs qu'on a signés cette saison comme Boideau. Lui, d'entrée, arrive à être un joueur utile, un joueur sur lequel on peut compter dans la rotation, un joueur qu'on pourrait même imaginer franchement titulaire à la place de Gelson. Donc c'est plutôt positif pour le moment ce qu'on voit de ce joueur. Ouais, c'est vrai que pour l'instant c'est plutôt pas mal. Voilà, en tout cas, qui conclut donc ce débrief. Monaco donc qualifié pour les quarts. On verra demain après le match du PSG. Je sais pas quand on va avoir le tirage au sort. J'imagine que ça va être lié à la soirée, soit avant, soit après, mais... C'est fort probable, oui, que ça soit juste avant, soit... La dernière fois, c'était juste avant, je crois, le dernier match. Donc, on verra, en tout cas, mais on saura donc très certainement demain soir qui on affronte. Sinon, à part ça, la prochaine rencontre, c'est un choc, Boris. Samedi prochain, Monaco-Lyon, 21h.
Les retrouvailles Jean-Lucas. Les retrouvailles avec Jean-Lucas, c'est ça. 21h donc sur Canal. Donc, le samedi 21h, c'est Canal. Ce serait bien de battre Lyon, parce que j'ai quand même bien la sensation qu'on les bat pas souvent quand même. Ouais, et puis là, c'est vrai Je sais que pas. je suis pas sûr que ça mettrait un écart définitif, mais perdre contre eux, ça serait vraiment assez embarrassant par rapport au classement, ça c'est clair. Les battre nous donnerait quand même une petite bouffée d'oxygène, un vrai écart avec eux, qui est la grosse équipe un petit peu avec laquelle on est en concurrence, celle qui a du potentiel et celle qui, si elle se met à jouer correctement et à retrouver un peu de qualité, peut vraiment nous menacer dans la course aux places européennes. Et puis même pour notre confiance à nous, effectivement. Et pour l'histoire, comme tu le dis, où ces dernières années, c'est un peu compliqué. Donc, Ouais. Bon, à part ça, certainement, il n'y aura pas d'émission dans la semaine. Hein. Vous l'avez vu, hein, on n'a pas fait d'émission mercato pendant ce mois de janvier, tout simplement parce qu'il ne s'est rien passé, qu'il n'y a pas non plus vraiment de rumeurs. Donc, un peu flemme de parler. peut-être de que demain, ça signe fort. Hein. On verra, écoute, peut-être. On va l'avoir, ce numéro 9 et ce défenseur central d'expérience, bien sûr. Tout va se faire demain. Donc voilà, a priori, la prochaine émission, ça sera donc lundi, n'importe quoi, samedi prochain, après la rencontre. Merci Boris de m'avoir accompagné donc, pour cette émission. On se retrouve samedi prochain. D'ici là, messieurs, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.